Bonjour Manon. Bonjour Martine. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre maladies neurodégénératives et maladies parodontales. Effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, ce lien entre maladies neurodégénératives et maladies parodontales. Mais avant toute chose, peux-tu m'expliquer ce qu'est la maladie parodontale ? Alors, la maladie parodontale, c'est bien entendu la maladie du parodonte. Qu'est-ce que le parodonte ? Le parodonte, ce sont les tissus de soutien de la dent constitués de la gencive que l'on voit en rose sur la bouche photographiée et en dessous de l'os alvéolaire. La racine dentaire est enchâssée dans cet os alvéolaire et ancrée par du sément et du ligament alvéolo-dentaire. En dessous, vous avez une radiographie qui montre des incisives inférieures avec leur couronne, leurs racines et autour l'os alvéolaire. Et en ce qui concerne la pathologie, la maladie parodontale, nous avons deux types. Nous avons la gingivite où il s'agit seulement d'une inflammation de la gencive devient rouge, elle peut saigner au brossage et vous voyez bien la différence entre une gencive saine et une gencive atteinte de gingivite sur ces clichés. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que cette inflammation qui semble d'abord localisée, est-ce qu'elle peut se propager ? Alors, tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que la gingivite, pourquoi elle est arrivée ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une omission de brossage de dents, ou il n'y a pas de brossage de dents, ou encore, le brossage de dents peut se faire, mais il est mal fait. Cette gingivite est réversible si on reprend sa brosse à dents et si on la reprend bien. En revanche, si nous n'avons aucune hygiène dentaire, on évolue vers la parodontite, laquelle est irréversible. Et cette parodontite peut présenter différents stades évolutifs. Et surtout, cette maladie va aboutir à une inflammation avec une composante bactérienne péjorative pour l'os qui supporte la racine dentaire. Ce qui veut dire que l'os va être dégradé au fil de la sévérité de l'évolution de cette maladie parodontale et la dent va devenir mobile. Donc la conséquence à long terme, finalement, c'est la perte des dents. C'est la perte des dents. Tout à fait, on le voit sur ce cliché de bouche où les racines dentaires sont extrêmement visibles et ces dents sont mobiles. C'est souvent le motif de consultation du patient atteint de mobilité dentaire. La maladie parodontale, ça ne fait pas mal, mais les dents vont être amenées à être mobiles. On parle aujourd'hui du lien entre maladie parodontale et maladie neurodégénérative. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur des liens potentiels entre cette pathologie et d'autres pathologies et pourquoi ? Tout à fait. Donc, beaucoup d'études ont été réalisées sur des associations entre les maladies parodontales et la polyarthrite, par exemple. Également avec les maladies neurodégénératives, donc c'est ta spécialité, le diabète, beaucoup d'études, comme les pathologies cardiovasculaires, un petit peu moins sur les maladies pulmonaires. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, nous avons mis des références de 2020, c'est qu'on cherche de plus en plus à connaître le mécanisme. Et il faut ajouter, là ce n'est pas une pathologie, il faut ajouter aussi la femme enceinte, chez laquelle on a pu montrer que le petit bébé de faible poids de naissance était lié à une maman avec une maladie parodontale sévère. Et pour les maladies neurodégénératives, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme critères qui entraînerait des liens possibles entre ces deux maladies?
Alors effectivement, aujourd'hui, on commence à parler de liens entre les pathologies du système nerveux central et la maladie parodontale, puisque les maladies neurodégénératives, c'est aujourd'hui vraiment un enjeu majeur de santé publique. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent de ces pathologies, qui sont diverses, variées, et qui ont comme composante commune la chronicité et le fait que ce soit une évolution péjorative. Donc parmi ces pathologies, les plus connues sont évidemment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, et la caractéristique finalement, c'est la dégénérescence et la mort de cellules nerveuses. Donc la présentation clinique, elle est variable en fonction du type de pathologie neurodégénérative. Elle peut être d'ordre moteur, par exemple, comme c'est le cas pour la maladie de Parkinson, avec des troubles du mouvement caractérisés, le tremblement, la lenteur, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une présentation d'ordre comportemental, avec des troubles cognitifs allant jusqu'à la démence pour la maladie d'Alzheimer, évidemment, mais aussi l'anxiété, la dépression. Alors pourquoi c'est d'intérêt pour le chirurgien dentiste? Eh bien tout simplement parce qu'au vu du nombre de patients et au vu des projections pour les années à venir, avec des projections qui nous montrent que ces pathologies vont être de plus en plus fréquentes au sein de la population, c'est vraiment des notions et des patients que les chirurgiens dentistes vont être amenés à rencontrer. Alors, qu'est-ce qui finalement, dans ces pathologies, rend les patients plus vulnérables à la maladie parodontale ou est un facteur de risque pour développer une maladie parodontale? Eh bien, si on prend l'exemple de la maladie de Parkinson qui touche aujourd'hui en France près de 200 000 personnes, on va voir qu'il y a différentes composantes qui peuvent expliquer un lien direct ou indirect avec les pathologies qui touchent la cavité buccale. Par exemple, la première pathologie, le premier point auquel on peut penser et qui fait totalement écho à ce que tu as présenté précédemment, c'est la qualité du brossage des dents. Le manque de dextérité de ces patients, du fait des atteintes motrices et du coup des atteintes de la motricité fine, va entraîner une détérioration de la qualité du brossage. Même si le patient finalement respecte les recommandations, avec 2 à 3 brossages par jour, eh bien, la qualité de ce brossage va être impactée. Et donc on s'expose à ce que tu présentais tout à l'heure, avec finalement l'apparition de gingivites qui peuvent évoluer de façon péjorative, puisque la maladie étant elle-même évolutive, on a peu de chances d'avoir une amélioration sans conseil dentaire. Tout à fait. Donc, il faudra vraiment qu'on prenne en charge ensemble ces patients. Mais avant de passer aux recommandations, est-ce qu'on connaît les mécanismes qu'il pourrait y avoir entre les deux pathologies? Est-ce qu'on commence à les élucider? Alors effectivement, dans ces deux pathologies, finalement, il y a des composantes infectieuses et inflammatoires. Comme pour la maladie parodontale, ça c'est très clair, c'est acquis pour les maladies neurodégénératives. Exactement. Et donc on a vu que à la fois la présentation motrice peut impacter la maladie parodontale, mais aussi finalement tous les autres symptômes et également les traitements, puisqu'on sait aujourd'hui que les traitements de type anticholinergique vont provoquer de la xérostomie et donc vont provoquer une modification de l'environnement de la cavité buccale et de la cavité orale. Par ailleurs, les consultations dentaires, donc les soins spécialisés, en plus des difficultés que peuvent rencontrer les patients à la maison, eh bien, ils vont aussi être impactés parce que le patient a du mal à tenir une position, à rester immobile, à supporter des soins de longue durée en cas d'impériosité mictionnelle par exemple, ou du fait de la présence de symptômes de type anxiété ou dépression. Alors, si on s'intéresse vraiment sur le plan physiopathologique, il y a vraiment, comme tu le soulignais, une intrication dans les mécanismes avec les composantes bactériennes et inflammatoires. On sait aujourd'hui que pour le cas de la maladie de Parkinson, par exemple, il y a vraiment cette composante inflammatoire avec une inflammation systémique et donc on peut légitimement s'interroger sur l'intrication de ces phénomènes et aussi sur le fait que finalement, une maladie parodontale chez un patient parkinsonien, eh bien, est-ce que ça n'a pas un impact direct aussi sur l'évolution de sa pathologie, sur la neuroinflammation et puis l'augmentation du risque infectieux général, effectivement. Alors, maintenant, quelles sont les recommandations que nous pouvons donner pour la prise en charge commune de ces maladies parodontales avec des risques d'évolution et ces maladies
neurodégénératives avec les mêmes risques. Alors personnellement, si je dois avoir des conseils à donner, Manon, tu vas me dire si c'est exact, eh bien c'est tout d'abord un échange entre les deux équipes, l'équipe médicale et l'équipe dentaire. Et ce, dès le diagnostic de la maladie neurodégénérative. Il ne faut pas traîner, il faut que ce soit pris en charge par le dentiste, par son équipe, pour faire un bilan complet et soigner ce qui peut être soigné. À la suite des consultations tous les 3 à 6 mois me semble tout à fait adapté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, Manon, comme recommandation? Alors effectivement, je ne peux qu'appuyer cette recommandation d'avoir un lien initial, finalement dès que le diagnostic neurologique est posé, puisqu'on voit bien que ces deux pathologies sont évolutives et évoluent de façon péjorative. Donc il faut vraiment s'attaquer au problème quand il est encore temps et quand on peut faire quelque chose. Donc l'orientation et la création du lien entre neurologue, équipe médicale et chirurgien dentiste, elle est pour moi essentielle et vraiment il faut qu'on travaille dessus pour rendre ce lien beaucoup plus naturel qu'il ne peut l'être aujourd'hui. En ce qui concerne ensuite les recommandations finalement propres aux patients atteints de maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un spécialiste qui prend en charge ces patients peut donner comme conseil aux dentistes, eh bien, c'est de s'adapter évidemment aux contraintes et aux spécificités propres à chacune de ces pathologies. Donc certains patients vont présenter plutôt des atteintes motrices, d'autres plutôt des atteintes cognitives. Donc il faut que le chirurgien dentiste soit suffisamment flexible pour, on va dire, adapter sa consultation aux besoins de ce patient. D'une façon générale, ce que l'on peut conseiller, c'est effectivement d'avoir un environnement qui soit serein, puisqu'on sait que le stress peut aggraver les symptômes chez ces patients. Donc favoriser la présence du conjoint si celle-ci est rassurante, faire en sorte que l'environnement soit calme avec les mêmes personnes qui prennent en charge le patient, c'est aussi assez rassurant. Faire des rendez-vous qui soient de préférence courts mais plutôt réguliers, comme ça on peut vraiment prendre en charge de façon profonde et préventive également les troubles que peuvent présenter ce patient et puis établir une relation de confiance aussi avec le patient. Répéter les conseils d'hygiène bucco-dentaire. C'est ça. Je pense que aussi, la régularité des rendez-vous permet de réinitialiser, si j'ose dire, le brossage des dents et le brossage des dents. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans ces relations? Je pense par exemple à l'éducation thérapeutique du patient. Comment tu vois cela avec les neurologues? Alors effectivement, finalement, ça revient à faire un plan de traitement commun. C'est ça. Avec du coup un échange régulier, je pense que c'est vraiment très important d'insister là-dessus, entre le neurologue et le dentiste avec des comptes rendus, des courriers. Alors c'est quelque chose qui se fait naturellement peut-être entre spécialités médicales, peut-être un peu moins avec les chirurgiens dentistes, mais il faut aussi que le chirurgien dentiste envoie des comptes rendus, des recommandations aux autres membres de l'équipe médicale et je pense aussi aux infirmières d'éducation thérapeutique et également créer du lien avec le pharmacien qui peut être à même d'orienter sur les effets indésirables liés aux médicaments, sur les produits d'hygiène bucco-dentaire, ce genre de choses. Donc vraiment créer du lien autour du patient. Le patient doit être vraiment au centre de la prise en charge et avoir une approche holistique au travers de l'implication de l'ensemble des expertises qui vise finalement un but commun, c'est préserver la qualité de vie du patient et préserver ses fonctions, puisque si on voit vraiment plus loin, des dents mobiles, c'est des altérations du comportement alimentaire, une augmentation du risque infectieux, c'est un risque aussi accru de pneumopathie. Donc on voit vraiment que tout est lié et il faut vraiment qu'entre professionnels, on cherche aussi à travailler ensemble pour atteindre le but qui nous est commun, c'est de préserver vraiment la santé et la qualité de vie du patient. Merci beaucoup, merci bien pour ces recommandations très claires et donc tout ceci pour nos patients. Merci à toi maintenant.